Voilà, nous écoutons une page du livre de Daniel Nahon sur le Sénégal tel qu'il l'a connu il y a quelques décennies. Et évidemment, ensuite, nous parlerons des enjeux agricoles de l'Afrique d'aujourd'hui et de sa démographie. Dans les années 50 et 60, la région du fleuve Sénégal ne survivait que par les crues, de juin à octobre, faisant écho à l'avancée du front de mousson qui arrosait abondamment les monts de Fouta Djallon en Guinée. Il en allait de la survie des populations du nord-est. Le fleuve se courbait à partir de Kaédi pour traverser la partie septentrionale la plus désertique du Ferlo, du Trarza et de l'Aftou à la limite entre la Mauritanie et le Sénégal. Toute la vie du bassin du Sénégal était rythmée par les pluies d'hivernage. La crue envahissait tout d'abord le lit mineur du fleuve, étroit bras d'eau amaigri, bordé de part et d'autre par un bourrelet de terre limoneuse de 1 à 2 km de large, le fondé. Il était boisé. Les acacias, saules et jujubiers étaient à leur tour vite submergés par l'onde de crue. Le Sénégal se transformait alors en un fleuve majestueux, gorgé d'eau boueuse. Il s'étalait sur plus de 10 km de large à Podor. On pouvait y sentir les racines odoriférantes de la savane à vétiver, admirer des vols de canards, d'oies de Gambie, écouter les roucoulements assourdissants des milliers de tourterelles, admirer les fleurs rouges des euphorbes, les feuilles vertes tendres des baobabs. À cette époque de l'année, remorqueurs, chalands et petits bateaux à faible tirant d'eau de la Société des messageries du Sénégal pouvaient remonter le fleuve sur près de 900 km depuis Saint-Louis. Les eaux de la haute vallée du pays Fouta, gonflés à la suite des orages tropicaux, charriaient leur bout fertile vers le delta du fleuve, au nord, pour donner vie à des cultures abondantes. Le pays restait riche et peuplé de toutes couleurs et de bambara. La décrue suivait le retrait de la mousson d'octobre à novembre. La chaleur humide, en l'absence du moindre souffle d'air, était pesante. Il n'y avait plus de pluie pour rafraîchir. Et pourtant, les limons argileux, gorgés d'eau, étaient propices à l'emblavement du mil, du maïs, des haricots niébés, au verdissement des arbres, à l'apparition des fruits. Les paysans se hâtaient de morceler la terre fertile en petits champs, délimités par des haies d'épineux, imbriqués entre les bois d'acacia, les gommiers, les touffes d'herbes septitieuses et les mares encore présentes, frangées de roseaux. Là où les champs laissaient la terre en répit. Celle-ci se couvrait d'herbe et s'étendait, taches vertes, sur le brun et l'ocre rouge du limon argileux. Rien n'échappait aux hommes. Les peuls y menaient leurs troupeaux et parfois des palabres interminables s'y déroulaient lorsque les animaux débordaient et broutaient les jeunes pousses cultivées. Le Sénégal, il y a quelques décennies, semble en tous les cas plus vivable qu'il ne l'est aujourd'hui. Le désert avait moins avancé. Est-ce que, Daniel, vous pouvez justement faire un comparatif, vous qui avez connu le Sénégal donc à cette époque, et puis les zones du Sahel, ces zones sahéliennes, ce qu'elles sont devenues et les difficultés auxquelles s'affrontent ces populations locales aujourd'hui?